Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire de la Fondation de l'Académie de médecine qui, je vous le rappelle, veille à sensibiliser, à innover, à diffuser le meilleur de la connaissance médicale pour le plus grand nombre, afin que chacun devienne acteur. Et je crois que la vaccination, c'est bien l'idée de devenir acteur, c'est bien une chose très importante en matière de vaccination, puisque lorsqu'on se vaccine, bien évidemment, on se protège, mais on va voir tout à l'heure qu'on protège également les autres. Après l'avoir évoqué les principes de la vaccination et après revoir la prochaine fois en novembre les problèmes sociétaux, on a décidé d'aborder ce matin le problème de la vaccination aux différents âges de la vie. Alors, c'est bien évidemment chez les nourrissons, mais avant, pour avoir des nourrissons, il faut avoir des femmes enceintes, et pour avoir des femmes enceintes, il faut savoir si on peut les vacciner, parce que c'est une question qui se pose, qui est une question sociétale, qui se pose extrêmement fréquemment, avec une grande inquiétude, puisque ce soit les vaccins, que ce soit pour les vaccins ou pour les médicaments, très souvent, on dit attention pour la femme enceinte. Donc ça, je crois que c'est une chose très importante, et on a la chance d'accueillir Madame Crémieux qui va nous expliquer, mais je vais laisser la parole tout de suite après au Monsieur Mariotte qui animera comme d'habitude ce débat. Et ensuite, on parlera de la vaccination aux différents âges de la vie, et en particulier chez le nourrisson, puis après le grand problème que vous connaissez, qui est un vrai problème sociétal, la vaccination contre le virus HPV, qui protège donc contre le cancer du col et qui est une des maladies les plus graves, peut-être plus dans notre pays, mais qui est une maladie qui fait plusieurs millions de morts sur la planète. Et enfin, on aura la chance d'accueillir Monsieur Buisson qui nous parlera de la vaccination chez les gens plus âgés qui posent des problèmes particuliers. Donc je donne tout de suite la parole et je le remercie encore à Olivier Mariotte qui va animer ce débat sur la vaccination aux différents âges de la vie. Merci beaucoup. Merci Richard pour cette introduction. Ce débat il est capital parce que il y a en fin de compte deux façons de considérer les choses. Enfin il y en a plusieurs, mais il y a au moins deux façons qui sont en particulier celle de se dire est-ce que on coupe la vie en morceaux pour à chaque fois faire une stratégie vaccinale ou est-ce qu'on fait un grand continuum au cours de la vie d'une politique vaccinale qui deviendrait en fin de compte une politique de santé publique à part entière et portée par tous les citoyens et par les professionnels de santé. Alors on a la chance d'avoir Anne-Claude Crémieux qui est professeure de maladies infectieuses, qui est également la présidente du CTV, le centre technique de la vaccination, et membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Anne-Claude, la vaccination pendant la grossesse, ça fait partie des choses qui, comme le disait Richard, touchent un peu à un côté, je ne veux pas dire magique, mais quand on touche à la grossesse, quelque part, on est dans une perspective qui est quand même une perspective très, très particulière. Et en même temps, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on a vu ça, je crois que ce qui a été dramatique cette année, c'est qu'on a eu 19 cas de décès chez des jeunes, enfin des nourrissons, à cause de la coqueluche, alors que justement, il y avait cette vaccination de la coqueluche qui était disponible et qu'on aurait pu faire chez les femmes enceintes au deuxième trimestre de la... Alors, expliquez-nous un peu comment vous voyez les choses. Ouais. Oui, vous avez complètement raison. Et déjà, merci de cette invitation parce que le sujet est absolument passionnant. Il est extrêmement d'actualité et il est difficile. La vaccination de la femme enceinte, c'est un enjeu extrêmement important parce que il touche, et c'est bien de l'avoir mis en perspective, d'un parcours de vaccination tout au long de la vie, il touche à une période de vulnérabilité particulière pour deux personnes. Pour la femme enceinte, qui est, on le sait, parce qu'elle s'adapte avec une certaine immunotolérance à son fœtus, en fait, qui a une immunité, on pourrait dire, diminuée vis-à-vis des infections, donc elle est vulnérable à la sévérité de certaines infections, et ça a été extraordinairement bien illustré au cours des pandémies, notamment grippales. Donc déjà la pandémie espagnole, enfin de la Première Guerre, et ensuite
et c'est pour ça que nous, on la connaît à notre génération, la pandémie de 2009. Mais malheureusement, aujourd'hui, voilà, ça reste un vrai sujet. Donc, c'est la vulnérabilité de la femme enceinte et la vulnérabilité du nouveau-né. Vulnérabilité du nouveau-né pour la même raison. On pourrait résumer donc un système immunitaire qui est immature et qui n'a pas encore rencontré ni les différents agents infectieux et qui n'a pas non plus, dans un grand nombre de cas, été vacciné parce que les vaccinations, et en particulier, vous avez raison de le dire, de la coqueluche commencent à 2 mois et le rappel à 4 mois. Ça veut dire que ce nouveau-né est totalement vulnérable à la coqueluche et comme il l'est pour le VRS. Et malheureusement, ça a été illustré de manière terrible cette année parce que on a 20 décès. 20 décès chez des nouveau-nés qui allaient bien, qui étaient bien portants et qui sont décédés à l'âge de 3 mois, à 4 mois, mais ça veut dire quoi? 3 mois avant d'avoir pu être protégés. Donc, un moment de la vie avec 2 personnes vulnérables. Un vaccin, et c'est quand même extraordinaire, qui peut protéger 2 générations. La maman et l'enfant, en général, jusqu'à vers 5-6 mois. Et pourtant, une couverture vaccinale qui, en France, notamment, mais pas seulement, je dois dire, mais enfin particulièrement en France, est médiocre, avec en gros un tiers des mamans qui se font vacciner pour la grippe et pour la coqueluche beaucoup plus catastrophique, 20%. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, ça a été très bien dit, c'est l'empreinte du passé. Et l'empreinte du passé, c'est quoi ? C'est les scandales qui ont en fait construit la pharmacovigilance en France, et notamment de la thalidomide. Thalidomide qui a été une catastrophe, médicament administré, vous le savez, aux femmes enceintes, d'abord sans AMM et ensuite avec AMM, avec des malformations catastrophiques. Bon. Et au fond, on pourrait dire que l'ensemble de l'enseignement et de la formation des médecins, il repose là-dessus. C'est-à-dire d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire et donc ne pas prescrire à une femme enceinte. Et que le tournant, finalement, qui est de dire attention, ne pas prescrire, c'est nuire, parce que justement, on a 20 décès chez ces nouveau-nés de coqueluche, c'est-à-dire 20 décès évitables, eh bien, n'a pas encore été pris du fait de cette pesanteur du passé. Alors, heureusement, je dirais, il y a d'autres exemples qui sont en train de forger une nouvelle conscience collective. Et particulièrement les pandémies. Donc j'ai cité 2009, vous savez, où on a vu ces femmes enceintes arriver en réanimation et malheureusement pour certaines décédées, mais c'était surtout des réanimations avec des ventilations invasives et plus encore. Et puis plus récemment le Covid. Le Covid qui a d'emblée montré que les femmes enceintes, je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'est dans notre mémoire, là, pour le dire, c'est pas une mémoire collective, c'est des mémoires presque individuelles, ces femmes enceintes qui arrivaient en réanimation, avec donc des grossesses qui devaient être interrompues et des nouveau-nés qui eux-mêmes devaient aller en réanimation, essentiellement parce que la grossesse avait dû être interrompue et des mamans qui sont parfois malheureusement décédées, multipliés par 6 les décès chez les mères enceintes par rapport au reste de la population du même âge. Donc ça c'est un tournant dans la conscience que justement ne rien faire c'est nuire. Tournant aussi parce que avec les résultats de la vaccination en 2009, donc contre la grippe, on a vu que c'était bien toléré. On a 10 ans de recul pour voir que
En réalité, toutes les études ont démontré que les vaccins grippaux chez la femme enceinte, quel que soit le terme, étaient bien tolérés. Donc, là aussi. Et tournant encore, parce que, alors que avant, non seulement on ne prescrivait pas aux femmes enceintes des vaccins, mais en plus, on n'étudiait pas de façon prospective ces vaccins, parce qu'ils ne faisaient jamais partie des essais cliniques, des essais de phase 3. Pour la première fois avec la pandémie de Covid, vous le savez, il y a eu d'abord des autorisations d'urgence, sans les femmes enceintes bien sûr, mais ensuite des essais de phase 3 qui ont permis la mise en place d'essais chez les femmes enceintes. Et finalement, tout ça a abouti à quoi ? Presque une révolution. C'est que pour la première fois, on a un vaccin, le vaccin VRS, anti-VRS, qui est construit pour la femme enceinte, qui s'adresse à la femme enceinte, donc qui a été développé, autorisé et maintenant utilisé chez la femme enceinte. Donc voilà, ça évolue, donc je suis positive, mais ça reste encore sous-utilisé avec des médecins qui le propose seulement dans 20% des cas. En gros, c'est pas la faute des parents. Il n'y a pas de faute d'ailleurs, on ne parle pas de faute en santé publique, mais ce n'est pas parce qu'il y a une hésitation vaccinale, c'est parce qu'aujourd'hui, une femme enceinte, eh bien, seulement 2 sur 10, on leur propose une vaccination. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant. Vous attirez l'attention sur le fait que 20% seulement des femmes enceintes ont vu se faire proposer la vaccination. Mais ça veut dire quelque part que de la part des confrères, médecins et personnels soignants et professions de santé, il y a une lacune. En termes de formation, en termes d'information, de formation continue, il y a quelque chose qui manque là. On peut pas laisser les choses dans cet état-là. Vous avez raison. J'ai un peu expliqué pourquoi finalement, en termes de formation, il y a un changement de paradigme. Ne pas nuire et nuire, ne pas prescrire, c'est nuire. Donc un changement de paradigme. Mais c'est pas là encore, c'est pas seulement un problème de formation. Je pense que c'est vraiment, tout le monde le dit, c'est la prévention, c'est une volonté politique. Une volonté politique au sens politique sanitaire, bien sûr. C'est-à-dire que, et pas seulement, mais aussi un changement, je dirais, des experts. C'est quand même frappant de voir que le vaccin contre la coqueluche a été recommandé aux États-Unis en 2012. Parce qu'ils ont eu une période de recrudescence en 2012. Et en Angleterre, pareil. En Angleterre, ça a été recommandé parce qu'ils ont eu 12 décès, d'accord, aux États-Unis, parce qu'il y a eu 10 décès en Californie. Nous, on a 20 décès cette année. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'en France, on a attendu 2022 ? Parce que la recommandation contre la coqueluche, elle date de 2022. Donc, je dis, il y a une vraie réticence qui n'est pas seulement de la part des professionnels, il y avait une réticence clairement des experts. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut renverser les choses ? Eh bien, on peut le faire. On peut le faire, mais c'est un effort, c'est-à-dire c'est comme pour toutes les actions de prévention, ça veut dire d'abord un effort, je dirais, un haut niveau, c'est-à-dire une information très forte du public et des professionnels. Et vous savez qu'on fait les deux en même temps. L'idée que, ça c'est l'enseignement de la prévention, lorsque vous informez le public, vous informez aussi les professionnels. Pourquoi ? Parce que quand des parents informés vont demander le vaccin. Et donc face à cette demande, les professionnels sont obligés, je dirais, ils sont contraints de répondre à la demande, et donc l'information devient essentielle pour l'exercice de leur art. Donc ils vont chercher l'information s'ils ne l'ont pas encore. Donc oui, il faut informer. Cette information, elle est importante. Je dirais, c'est aussi une des leçons du Covid, qu'il faut informer le public et les professionnels, mais le public aussi, parce que les meilleures, je dirais, les meilleures stratégies font que la demande doit venir avec l'offre.
C'est comme ça qu'on a fait pour toutes les stratégies gagnantes, toutes les campagnes gagnantes de prévention. Et puis l'accessibilité. Bon, ça, c'est ce que la première, c'est l'information, c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent, c'est ce que les Américains appellent l'awareness, et puis l'accessibilité. L'accessibilité, elle est pas si simple, et pas seulement en France. Il y a une étude très jolie dans le BMJ, enfin c'était même pas une étude, c'était un éditorial qui disait, qui prenait des infirmières et des femmes scientifiques, des jeunes femmes qui avaient été enceintes ou qui étaient enceintes, et qui étaient pourtant, donc, on peut dire, très informées, et elles expliquaient les difficultés qu'elles avaient eues à se faire vacciner, alors qu'elles-mêmes étaient au courant qu'il fallait le faire. C'est-à-dire qu'en gros, elles se rendent dans une maternité, on leur dit, ben non, on le fait plus, alors qu'elles ont reçu un rendez-vous pour se faire vacciner. Elles arrivent, bon, c'est quand même pas toujours très simple d'arriver dans une maternité quand on est enceinte, quand on travaille, et on leur dit, ben non, ça se fait plus là. Et donc, il y a un parcours qu'il faut absolument faciliter. Et ça se résume, effectivement, ça doit vraiment faire partie intégrante du parcours de la femme enceinte. Et ça doit être intégré dans ce qu'on a dit, dans le parcours de vie de la vaccination, c'est-à-dire les moments clés de la vaccination. Oui, la vaccination, ça doit être une frise. Ce n'est plus seulement un problème de vaccination infantile. Il y a des âges, il y a des moments clés de la vaccination, et il faut que le public, et vous l'avez dit, le public intègre, soit le propre acteur de sa santé. Si tu me permets, Olivier, il y a quand même une question que je voudrais vous poser pour le grand public. Il y a différents types de vaccins. Est-ce que, dans votre propos, vous n'avez volontairement pas dit qu'il fallait faire tel ou tel vaccin? Est-ce que tous les vaccins sont inoffensifs, puisque vous avez les vaccins vivants, atténués, des autres? Est-ce qu'on peut dire que la femme enceinte a accès à tous les vaccins ou pas? Est-ce qu'il y en a quand même qu'il ne faut pas faire? Alors là, bien sûr que les recommandations vont vers des vaccins qui sont sûrs pour la femme enceinte. Ce sont aujourd'hui les vaccins grippe, Covid, coqueluche et VRS qui ne sont pas des vaccins vivants. Jusqu'à aujourd'hui, on considère que, ça changera peut-être un jour, mais jusqu'à aujourd'hui, on considère que les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les femmes enceintes, comme elles sont contre-indiquées chez les patients immunodéprimés. Alors, je voudrais qu'on continue le débat, puisque Emmanuel Grimprel est avec nous, professeur de pédiatrie à la faculté de santé Sorbonne. Emmanuel, qu'est-ce que la vaccination de l'enfant et du nourrisson? Il y a eu une décision qui a été très courageuse sur un plan politique. Anne-Claude faisait référence justement au fait que la prévention, c'est une question politique, c'est pas simplement une question technique. C'était le fait de rendre obligatoire un certain nombre de vaccins pour les nourrissons et pour les jeunes enfants. Vous, quelle est votre approche par rapport à cette population en tant que professeur de pédiatrie, et comment vous verriez le schéma idéal pour faire en sorte que on puisse retrouver les objectifs de formation et d'information dont parlait Anne-Claude tout à l'heure, et en même temps qu'on puisse faire évoluer les choses vers une couverture vaccinale qui soit de qualité pour l'intégralité des jeunes enfants et des nourrissons? Merci beaucoup. Alors, on vient de parler de la femme enceinte, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la vaccination et la prévention, mais c'est vrai que la première page, c'était quand même le nourrisson, puisque ça remonte à peu près un siècle. Et c'est l'occasion quand même de rappeler les fondamentaux et de lutter contre les idées reçues, parce que c'est un bien qui est fragile et qui ne doit pas, et qui a été menacé, et qui l'est encore aujourd'hui par certains contradictoires. On a parlé de la vulnérabilité, de la fragilité du jeune nourrisson, du nouveau-né et du jeune nourrisson dans les 2 premières années de vie. C'est un fait qui est exact, et quand on se reporte simplement à quelques années, on remarquait la fréquence et la gravité particulière des infections vis-à-vis de cette population, avec des taux de mortalité qui étaient considérable. On cite la diphtérie, on cite la rougeole, la coqueluche, la tuberculose et les infections pulmonaires et digestives. C'était un fléau. Et vraiment, la mortalité était colossale. Les jeunes enfants, on parle de mortalité pédiatrique, les jeunes enfants représentaient 1/3 des décès
dans la population, alors que, bien entendu, ils étaient très loin de représenter un tiers de la population. Ils étaient beaucoup plus. Donc déjà, la vulnérabilité, c'est un objectif. Dans les messages, c'est le système immunitaire. On a tendance à dire, mais le nouveau-né, le nourrisson ne sait pas répondre. Si, il en est quand même totalement capable. Certes, son système est immature et c'est pour ça qu'il est fragile, mais il est capable d'éducation et il faut donc l'éduquer et le guider. Et c'est la raison pour laquelle la prévention vaccinale est un outil extrêmement efficace et dont il faut savoir se servir. Le nourrisson est inexpérimenté, et on va l'éduquer et on va l'aider à se protéger en choisissant la cible. Le troisième point qui est important pour cette population, comme d'ailleurs pour les populations adultes, et on pourra en reparler pour les autres sujets, c'est les inégalités de santé et la fragilité d'une population en termes économiques vis-à-vis des maladies infectieuses. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes nourrissons. Ce sont ces populations-là, d'autant plus qu'ils sont mal nourris, mal chauffés, mal logés, qu'à ce moment-là, les maladies infectieuses vont avoir un impact beaucoup plus important. Donc la prévention, aujourd'hui, est un moyen de correction, de lutte contre ces inégalités de santé et systématiquement à la commission technique des vaccinations, c'est un point qui est abordé et que l'on prend en considération pour dire nous pouvons faire quelque chose pour lutter contre les inégalités de santé. Et enfin, c'est l'impact, c'est-à-dire l'efficacité de ce moyen. Il est colossal. Les Américains viennent aujourd'hui de publier à nouveau dans une de leurs revues épidémiologiques un retour en arrière et une évaluation de l'impact sur la santé de leur population de la vaccination. Et ils ont pris les 30 dernières années. Leurs calculs estiment qu'ils ont pu éviter 500 millions de maladies préventives par les vaccinations, 32 millions d'hospitalisations et 1 million de décès si on se réfère à la période qui vient d'avoir lieu par rapport au début du siècle quand les vaccins n'existaient pas. Donc, c'est un outil, il faut répéter et convaincre en effet que c'est un outil qui est très utile. Alors après, l'obligation vaccinale, c'est une vraie question. Tous les pays ne proposent pas d'obligation vaccinale. La plupart même des pays scandinaves et des pays anglo-saxons n'ont pas besoin, n'utilisent pas ce moyen. En France, comme dans d'autres pays, essentiellement des pays du Sud, des pays latins et quelques pays de l'Est, bien entendu, ont senti le besoin d'avoir recours à cette contrainte. En fait, je pense qu'il faut considérer le fait que pendant une période récente, la vaccination était un vrai sujet de débat dans notre pays, un sujet de controverse, et on a senti à ce moment-là, compte tenu de toutes ces fausses informations et de ce qui circulait, qu'il y avait un risque, une menace pour perdre justement l'impact, la possibilité de prévenir par une baisse de la couverture vaccinale. Et c'est ce qui a guidé nos autorités de santé à étendre à l'obligation vaccinale à l'ensemble du calendrier vaccinal du jeune nourrisson, c'est-à-dire du petit qui est vulnérable. Et ça a un sens. Il faut protéger en effet le vulnérable, et c'est le principal sens de cette obligation qui, je vous le répète, doit rester transitoire. Il est bien entendu envisagé et espéré qu'on puisse bien entendu ne plus y avoir recours. Donc aujourd'hui, l'obligation est un outil, dirons-nous, d'aide pour certaines familles et même certains médecins, à mieux promouvoir cette stratégie de prévention. Mais ça n'est pas l'important, c'est, comme l'a dit Anne-Claude Crémieux tout à l'heure, c'est d'expliquer, de faire comprendre l'importance de la vaccination de façon à ce que la confiance puisse s'établir et qu'à ce moment-là, la vaccination soit un phénomène très naturel et puisse être extrêmement fluide et puisse exprimer toute son efficacité, à la fois en termes de santé publique et en termes d'économie. Merci beaucoup pour ces explications. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de protection collective et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore plus cette protection collective. Alors après, on voit que par rapport à un certain nombre de controverses extrêmement fortes développées en particulier par les antivax sur les vaccins contre la Covid, on a vu des réussites extraordinaires avec presque des ruptures de stock pour des médicaments qui étaient des médicaments, par exemple, contre le VRS, la bronchiolite du nouveau-né. Donc, on a aussi des faits extrêmement positifs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer justement cette protection collective et faire en sorte que
on soit plus simplement dans une démarche qui soit une démarche, on va dire, presque égoïste. Je me protège moi, mais je protège également les autres. Et le cas de la coqueluche dont parlait Anne-Claude est exactement ça. Je me protège moi en tant que femme enceinte de la coqueluche et en même temps, je protège mon enfant. Alors, la protection collective, c'est un aspect majeur de la protection vaccinale, puisque le principe de la protection collective, c'est par le biais d'une protection individuelle, on réduit la transmission au reste de la population et on va protéger de façon indirecte des personnes qui soit ne sont pas encore protégées, soit ne peuvent pas l'être. Et on pense, là encore, à des populations très vulnérables, les femmes enceintes, les très jeunes nouveau-nés, les immunodéprimés, les personnes âgées. Ça, c'est un élément fondamental. Et on s'est rendu compte, en effet, de l'importance en termes d'impact de cette protection collective. Toutes les maladies et tous les vaccins qui protègent contre ces maladies n'ont pas la possibilité d'induire une protection collective, mais vous avez parlé de la coqueluche. En effet, le cocooning, cette protection autour du nouveau-né, qui était une de nos premières solutions avant la bonne solution de la femme enceinte, a été important, mais la rougeole, par exemple, les infections à pneumocoque, là, il y a un impact majeur de cette protection collective. Donc aujourd'hui, c'est à mon avis un problème éthique et un problème de pensée d'une population ou d'une génération. On a pu s'inquiéter à un moment donné de cette perte du sens du collectif en voyant arriver des générations qui pensaient différemment au gré des difficultés économiques, des difficultés du travail, des soucis climatiques, de toutes les perturbations que nous pouvons connaître. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que cette importance du rôle collectif soit si perdue que ça, et je pense qu'il est en train probablement de revenir dans l'esprit de nos populations et qu'il a un sens. Autant protéger le vulnérable a un sens, autant protéger collectivement la population, le voisin, le vulnérable à côté, ça a également un sens, et je pense que ça, c'est un élément de discours qu'il faut savoir porter, faire partager et cultiver avec des jeunes générations aujourd'hui qui arrivent et qui, à mon avis, sont relativement ouvertes à ce sentiment-là. Richard. Oui, il y a une toute petite remarque là, sur ce sujet-là, c'est qu'on l'a vu là, lors de notre premier débat avec le professeur Béguet, c'est que ce qui n'est plus vu, la population n'est plus sensible, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème également dans l'information, et je pense quand on dit il y a eu 20 enfants qui sont morts de la coqueluche, alors autant je suis contre et je me bats pour que les médias ne fassent pas sans arrêt des messages uniquement négatifs sur notre vie actuelle, mais je crois que dans ces cas-là, des informations sont importantes. On ne voit plus de polio, on ne voit plus de rougeole, et c'est peut-être pour ça que les gens ne se vaccinent plus. Donc il y a un vrai message là d'information qui est... On est un peu ambivalent, je suis désolé de le dire comme ça, parce que à la limite on dit, bah oui, on protège des maladies, mais les gens, du coup, dans la population générale, ne savent plus que ces maladies existent, et c'est un vrai sujet. Et je pense que les 20 morts de coqueluche, il faudrait pas, faire une couverture de presse pour dire, bah il y a eu 20 morts de coqueluche, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le croup et la coqueluche, c'est terrible. Donc, comment gérer ce problème au niveau infantile? Les mères ne savent pas que leurs enfants peuvent être malades, et que la polio, ça existe, et que la rougeole, ça existe, et que la coqueluche existe. Comment vous voyez les choses? Anne-Claude, un avis là-dessus? Alors, je pense les choses ont changé avec la pandémie, profondément. C'est-à-dire que personne n'imaginait qu'on vivrait une pandémie qui arrêterait le monde. Pour nous, les images de 1918, c'était vraiment du passé, je veux dire. Donc, voilà, on a vécu quelque chose qui, de nouveau, dans la conscience collective, a amené l'idée que nous sommes vulnérables aux risques infectieux. Et d'ailleurs, on le voit bien. Aujourd'hui, la presse relaie de façon extrêmement rapide, enfin on le voit parce qu'on est interpellé régulièrement à chaque fois que il y a un risque identifié infectieux. Et d'ailleurs, faut bien le dire, la presse a été très réactive sur la coqueluche, beaucoup plus réactive que les autorités de santé. C'est-à-dire que, en gros, on attendait une campagne d'information, enfin, sur la coqueluche. On a quand même 20 morts, donc on se dit, on va tous se mettre à parler de la coqueluche ensemble, tous. HAS, Santé publique France, la DG. Eh ben non, qui prend le lead? Les journalistes, parce que eux. Les journalistes qui sont en fait une caisse de résonance de la population, parce que eux, effectivement, ils se disent, bah oui, mais il y a danger. Donc,
oui, il y a maintenant, je pense, une conscience que les infections, malgré les progrès, malgré l'antibiothérapie, malgré la réanimation, peuvent être un danger individuel. Chacun a vu mourir au moins une personne au moment du Covid, et parfois en bonne santé, certes 65 ans, mais enfin parfois en très bonne santé. Bon. Et collectif, puisque ça a arrêté la planète. Et le Beyfortus en est un très bon exemple. Parce que on nous dit toujours, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut balayer, que si ça ne marche pas, c'est parce que les gens sont réticents à la vaccination, c'est faux. Si ça ne marche pas, quand on fait des enquêtes, c'est 85% de la population qui est favorable à la vaccination. Si on avait aujourd'hui des couvertures vaccinales correspondant à 85%, on n'irait pas chercher l'obligation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 85% de couverture vaccinale en dehors du nourrisson, enfin chez les adolescents, chez les adultes, chez les sujets âgés, on les a pas, on les a pas. Chez la femme enceinte, j'en ai parlé. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. C'est la simplification. Ça, c'est quelque chose que nous portons à la commission technique des vaccinations. C'est pas toujours simple d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des réticences. C'est la simplification du calendrier vaccinal avec donc des choses simples à comprendre sur ces différents âges de la vie, le nourrisson, l'adolescent, le sujet de plus de 65 ans et la grossesse. On doit pouvoir avoir un discours très simple là-dessus, une information simple. Et la simplification, évidemment, de l'accès. Alors ça, il y a eu des progrès, c'est sûr, avec l'accès par les pharmaciens, avec la multiplication du nombre d'acteurs. Et là, il y a eu un progrès manifeste. Donc, on doit pouvoir y arriver, mais attention, ne mettons pas la faute du côté du public. C'est de notre côté qu'on doit réformer, informer. Il y a aussi une réticence à l'information. Quand on a dit à la Haute Autorité de Santé, mais attendez, nos recommandations, elles ne s'adressent pas au pouvoir public, parce que c'est ce qui est écrit, La HAS s'adresse au pouvoir public. Non, on s'adresse pas au pouvoir public. On fait des recommandations pour le public, pas pour les pouvoirs publics. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a des vraies réticences. Or, le Covid est passé par là. On a vu que le public demandait des informations. On a vu aussi que cette information se traduisait en stratégie de prévention individuelle. Il faut continuer comme ça. Voilà. Alors, cet esprit qui existe dans la population en général mérite d'être soutenu. D'être soutenu par les médias. Et heureusement, à l'heure actuelle, on a un courant positif vis-à-vis de la vaccination, ce qui n'existait pas il y a encore 2 ans. Donc ça fait partie des choses qui sont tout à fait positives et importantes à souligner. Mais il y a aussi, Anne-Claude, vous avez pointé du doigt, il y a aussi une problématique que moi j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, quand on a des politiques aussi efficaces que ce que rappelait Emmanuel, on n'a pas des pouvoirs publics et on n'a pas des politiques qui s'en servent pour faire en sorte de protéger la population. Quand on voit ce qui se passe, on en reparlera tout à l'heure avec Yves Buisson et avec Olivier Jourdain, quand on voit ce qui se passe au niveau du HPV, le temps qu'on a mis pour arriver à avoir une couverture vaccinale qui soit à peu près potable, alors que des pays comme l'Australie ont déjà les conséquences positives sur le taux de cancer du col de l'utérus, par exemple. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, il y a 9000 morts sur la grippe, il y a 18 000 hospitalisations, il y a une institutionnalisation d'un nombre important de personnes de plus de 65 ans parce qu'elles deviennent dépendantes, et que on voit que on a des vaccins contre la méningite, contre les infections invasives à méningocoque, et que on a une inanité des pouvoirs publics qui fait que, à l'heure actuelle, on n'a même pas une grande campagne qui soit mise en place. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour faire en sorte que on en arrive là? On a le public qui serait positif, qui est positif, oui, les professionnels de santé qui sont prêts à se mobiliser, et de l'autre côté, un côté impavide de la part des autorités qui, quand on leur dit, tiens, ce serait bien de vacciner contre la méningite ou les méningites, et on a les outils pour le faire,
En fin de compte, on s'aperçoit que non. Il faut attendre les Jeux paralympiques pour avoir un message qui soit un message. Et encore, voilà. Mais au moins, ça a été un signal. Ça se résume en un mot. La prévention n'a pas vraiment été une priorité des autorités de santé en France. Voilà. Bon, il faut bien faire face. Et la vaccination, c'est essentiellement de la prévention. Bon, donc, moi, je pense je suis très optimiste. Je pense que, pour plein de raisons, je suis très optimiste, mais il faut qu'on soit tous à pousser vers ce changement. On a, encore une fois, on est dans les années post-Covid, donc une vraie conscience collective, un développement incroyable des technologies de vaccination qu'on n'a jamais connues. C'est-à-dire que si on regarde les vaccins, comme on nous l'a dit au début du Covid, c'est-à-dire, il faut 10 ans pour vacciner, il faut 10 ans pour développer un vaccin. Aujourd'hui, donc à la commission technique des vaccinations avec Emmanuel, on fait venir les industriels. Ils nous présentent vraiment une innovation qui est impressionnante. Le nombre d'industriels qui s'intéressent maintenant à la vaccination a été multiplié par 10, avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont incroyablement innovants. Donc oui, on est, je pense, à un tournant de la vaccination dans la conscience de la population, dans l'innovation, et vraisemblablement, parce que les politiques, c'est quand même ça, la politique, c'est de sentir les besoins de la population, et dans la conscience des pouvoirs publics, à condition qu'on leur démontre, mais ça c'est notre travail, que c'est coefficace. C'est-à-dire que la prévention va permettre de gagner de l'argent. Parce qu'effectivement, on vit dans un... Bon, et ça, ils n'en sont pas encore totalement conscients. Donc oui, on va vers des jours meilleurs pour la prévention et des jours meilleurs pour la santé de la population. Vous l'avez dit, vieillir en bonne santé devient un enjeu crucial, mais je pense que vous allez en parler, donc on va s'arrêter là. Alors Emmanuel, vous vouliez faire une remarque par rapport à tout ça. Je voudrais renforcer complètement le discours d'Anne-Claude Crémieux, qui est en effet tout à fait exact. Je suis également optimiste. Alors je ne l'étais peut-être moins il y a une dizaine d'années, même plutôt inquiet. Il est clair que la clé, c'est la bonne communication, mais une bonne communication, vous avez un communicant, puis vous avez un récepteur, quelqu'un qui entend. Et donc la population a un rôle à jouer majeur dans cette communication. Donc la communication doit être très subtile. Mais là où je suis optimiste, c'est qu'il y a deux éléments, en fait, qui sont pour moi en très bonne voie. C'est d'une certaine manière la restauration de la confiance dans nos autorités de santé et la création de la HAS. Et la commission technique des vaccinations sont, à mon avis, un point essentiel. C'est quelque chose qui a changé. Et même les médecins qui pouvaient avoir des regards critiques, aujourd'hui, suivent, attendent. Et la population également est très attentive à ça. Le deuxième point qui me rend également optimiste, c'est justement les médias qui discutent, qui sont en prise directe avec la population. Il y a eu une modification phénoménale de la qualité de l'information, de l'éducation des journalistes médicaux. On part de loin. Il y a une vingtaine d'années, c'était assez inquiétant et les discours fallacieux étaient même colportés largement par les médias. Cela n'existe plus maintenant. Donc on a déjà deux éléments très positifs en termes de communication. Il reste, et je suis d'accord avec Anne-Claude Crémieux, le politique. Maintenant, c'est aux politiques également de se positionner et d'avoir une action. Alors, on voit maintenant la Direction générale de la santé qui commence à communiquer de plus en plus. Il faut que ça suive. Et là, c'est plus complexe parce que la politique, c'est quelque chose de difficile. Et vous êtes au courant, comme moi, de nos difficultés en France. Et j'espère que ça ne rapportera pas préjudice, en tout cas, à ce projet extraordinaire de prévention. On arrive à la fin de la première session, Richard. Est-ce que tu veux faire un mot de pré-conclusion, on va dire, avant de... Non, je veux juste faire un mot de transition. Je crois qu'on a déjà évoqué la suite du programme, donc je ne vais pas faire de mots plus longs pour vite inviter nos autres
intervenants, si tu en es d'accord. Ah, mais avec grand Merci plaisir. encore à Annie-Claude et Emmanuel Grimprel de la qualité de leur intervention. Et merci surtout à M. Grimprel et Annie-Claude de ne pas avoir fait uniquement un catalogue, voilà les 13 vaccins qu'il faut faire, etc. Mais je crois que c'est très important. On n'a pas parlé, par contre, on n'en parle plus, c'est une bonne nouvelle aussi, de la toxicité des vaccins et les adjuvants et autres, mais je crois que le sujet est à peu près clos. C'est assez intéressant. On n'en a pas dit un mot. On a dit un mot important, Voilà. c'est la pharmacovigilance. Ça aussi, c'est un projet extraordinaire. Et la pharmacovigilance, non seulement nationale, mais internationale. Et le Covid a été un exemple majeur pour démontrer la puissance et la qualité de notre surveillance et de notre rigueur en termes de protection. Bien, ben merci beaucoup, Olivier. On passe donc à la deuxième partie. Avec grand plaisir. Et on va appeler donc Olivier Jourdain et Yves Buisson pour la deuxième partie de notre débat sur les vaccins aux différents âges de la vie. Alors, on va commencer tout de suite par Olivier Jourdain. Olivier, tu es chirurgien gynécologique, responsable de la mise en œuvre de la vaccination HPV dans les écoles de la région de Bordeaux. Et il faut reconnaître que la région Nouvelle-Aquitaine est une région extrêmement active sur le plan du HPV. Et vous avez fait des progrès tout à fait remarquables. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tout ça, la façon dont vous avez mis les choses en place? Parce que l'accouchement a été long. L'accouchement du HPV, on peut dire, a été extrêmement long depuis le temps qu'on a le vaccin. On avait des couvertures vaccinales qui étaient quand même pas à la hauteur de ce qu'un pays comme la France aurait dû se doter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte que cette politique devienne une politique tout à fait positive? Oui, merci Olivier, merci à Richard pour cette invitation. Effectivement, là, dans ta question, tout est dans le titre que tu m'as donné. Est-ce que HPV est l'exemple d'un rendez-vous manqué? Et effectivement, depuis 2006, où le vaccin HPV a été lancé, la France a quand même été un des pays les plus en retard à l'échelon international. Et en 2020, pour mémoire, en 2020, année difficile, année du Covid, mais enfin quand même, année où les résultats en France étaient 23% de couverture vaccinale, ce qui était en France très très faible et nous mettait dans le fond de la classe, y compris des pays européens. Alors on pourrait revenir longuement et on pourrait le faire, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a eu plein de raisons à tout cela. Il y a eu des raisons intrinsèques liées à la maladie HPV elle-même, qui a une connotation de maladie sexuellement transmissible et qui a pénalisé sur le plan sociétal un certain nombre de catégories de gens qui étaient un petit peu en opposition par rapport à ça. Mais je crois, et Mme Crémieux l'a parfaitement dit, et je souscris tout à fait à ce que vous avez dit sur l'engagement des pouvoirs publics et des experts sur ce vaccin qui n'a pas été au rendez-vous. J'en tiens pour preuve, par exemple, j'ai pris le soin de faire le calcul là, récemment. Depuis 2006, les recos vaccination HPV ont changé 9 fois. Vis-à-vis des professionnels de terrain, c'est juste insupportable. Et avec des éléments de décision sur la sexualisation du vaccin, sur les premières recos, avec les jeunes filles qui avaient eu des rapports ou pas, et encore aujourd'hui, avec le rattrapage sur les 19-26 ans sur les jeunes hommes qui ont eu des rapports avec d'autres jeunes hommes, ce qui est l'objet d'une discrimination qui est pour moi tout à fait intolérable. Je ne comprends pas comment on arrive à avoir des recommandations de ce type en France. Et très clairement, les planètes ne se sont pas alignées, en tout cas jusqu'en 2020. Et puis je crois qu'il y a eu un certain nombre de mobilisations qui ont fait que les choses ont un petit peu bougé. Il y a une prise de conscience que finalement tous les grands pays qui vaccinent bien pour HPV ont des campagnes de vaccination scolaire. Et les campagnes de vaccination scolaire, la campagne s'est lancée en France avec une genèse que je connais bien parce que j'ai été un petit peu au cœur du débat sur cette campagne de vaccination scolaire. La Nouvelle-Aquitaine a initialement été désignée comme région pilote pour la lancer et bon, je trouve que j'ai des casquettes diverses et variées, mais au-delà de mon activité de chirurgie gynéco, qui est mon activité première, j'ai aussi des responsabilités à la fois à l'ARS et puis dans un groupe de santé privée qui m'a permis de faire des propositions. Et on a, après tout un long périple, obtenu cette vaccination scolaire. Alors, pour en revenir à ce que disait Mme Crémieux, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'effectivement,
problème de la prévention, c'est que le temps de la prévention n'est pas le temps politique. Et les résultats de la prévention, c'est des résultats qui sont sur du moyen ou sur du long terme. Et aujourd'hui, nos responsables n'ont plus le temps de s'investir et de mettre de l'argent sur des politiques sur le long terme. Alors, un des éléments d'ailleurs qui a pesé dans la campagne de vaccination scolaire, c'est tout simplement l'idée que partant de 20% ou 23% en 2020, finalement, augmenter un petit peu les scores paraissait accessible dans des délais compatibles avec un calendrier politique. Et je crois que la campagne scolaire est un élément majeur, à la fois pour la vaccination par elle-même, parce qu'on touche des gens, et notamment les plus fragiles socialement et économiquement, parce qu'elle est gratuite, c'est de l'aller vert, on va vacciner les enfants, et on le voit bien, la vaccination scolaire, elle marche le mieux. Moi, je suis responsable de 3 départements en Nouvelle-Aquitaine de vaccination HPV. Là où on a des très gros scores, c'est les départements où on a une offre de prévention, une offre de soins qui est faible, parce que c'est des adolescents qui n'ont pas accès, ou en tout cas un accès très difficile à la vaccination, et notamment à la vaccination HPV. Et puis il y a aussi l'enjeu, et qui est important, c'est l'enjeu de communication, et l'enjeu de communication aussi vis-à-vis des professionnels. On l'a vu, la vaccination scolaire, je ne vais pas revenir en détail sur les chiffres, mais aujourd'hui les couvertures sont beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, sur 2023, on est grosso modo à 48 au niveau national, 55% de couverture vaccinale chez les filles, une dose à 12 ans, et 48 chez les garçons, ce qui, vu de 2020, en 2020, vous m'auriez dit qu'on en serait là aujourd'hui, je vous aurais dit que c'est juste impossible. Donc, on y est. Bon, nous, en Aquitaine, on est à 61-48. Les Bretons font très, très bien. En Bretagne, on est à 73% pour les garçons, 73% pour les filles, 59% pour les garçons. C'est bon. Alors, ça comprend aussi la vaccination de ville. Et je crois que la vaccination scolaire a finalement boosté tout ça parce qu'il y a eu un engagement des autorités sanitaires, des autorités politiques, et tout le monde s'est aligné pour pousser cette vaccination. Et dans la confiance, on a parlé de la confiance vaccinale. Je sais que j'ai, hélas, commis un livre là-dessus sur le sujet, donc ça m'a intéressé quand même pas mal. Je pense que les professionnels de santé, et en première ligne les médecins généralistes, qui sont quand même les principaux prescripteurs de vaccins HPV, ont besoin d'être soutenus par leurs autorités sanitaires et politiques. Et on va être clair, jusqu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a eu des tas d'études sociologiques de Laurent Cordonnier, de Jérémy Vard, et j'en oublie, et ils m'excuseront de ne pas les avoir cités, mais il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Les professionnels de santé ont besoin d'être soutenus par leurs autorités sanitaires, par leur HAS, Et aujourd'hui, sur HPV, on y arrive. Alors, il y a quand même une question, c'est que pendant des années et des années, on a dit mais la médecine scolaire, ça n'existe plus. Le pouvoir d'un rectorat est quelque chose de tout à fait capital qu'on ne peut pas contourner. Donc, si le recteur ne veut pas mettre en place une politique de vaccination au sein des établissements, ce ne sera pas fait. Qu'est-ce qui a fait aussi que ça a pu changer du côté de l'éducation nationale? Parce que c'est devenu un partenaire. C'est plus loin que le fait d'avoir une injonction à faire en sorte que cette politique soit mise en place. Ils ont aussi joué un rôle très positif. Oui, alors ça, c'est vrai que pour avoir justement participé au COPIL depuis le début, là on remonte à fin 2021 sur la vaccination scolaire, c'était un challenge parce que, alors je vous prends l'Aquitaine, 3 rectorats, une ARS, autant de caisses d'assurance maladie que de départements, il y en a 22. Je ne parle pas des URPS, j'ajoute toutes les administrations diverses et variées, les mutuelles et toutes les stratégies de financement. C'était vraiment un challenge. Je pense que là, si vous voulez très clairement, en tout cas dans la région dans laquelle je travaille, il y a eu un alignement des planètes. On a eu 3 rectrices qui étaient des femmes remarquables, qui se sont investies personnellement. On avait une médecin régionale de la santé scolaire, Corinne Héran-Rougier, qui s'est investie considérablement, et un directeur d'ARS qui est médecin, qui a aussi beaucoup pesé, y compris à l'échelon national pour cette campagne scolaire. Et les planètes se sont alignées. La visite de Macron, je crois que vous avez vu, puisque c'est ça qui a déclenché. Oui, alors après, la visite de Macron, ça a été... Alors,
Oui, dans l'historique, c'est une anecdote, hein, mais effectivement, au départ, on devait lancer la vaccination juste en Aquitaine, et puis finalement, Macron a décidé au dernier moment d'élargir en février 22. Il a décidé de venir communiquer en Aquitaine pour élargir la campagne à l'échelon national, ce qui a été une surprise pour les autres régions quand même, qui se sont retrouvées sans aucune préparation, parce qu'aucune des régions n'était avertie de cette décision qui tombait. Alors nous en Aquitaine, on avait quand même, on était déjà depuis plusieurs mois en train de travailler dessus. C'est un travail quand même complexe, hein. Même encore aujourd'hui, on le voit pour la campagne 24-25. Là, on est encore avec certaines difficultés, hein. Et donc effectivement, il y a des régions qui ont plus ou moins bien fonctionné, avec un engagement aussi des individus, parce que ça repose là-dessus, hein. On le sait tous, hein. Un engagement des individus qui n'est pas toujours partout le même. Il y a d'autres enjeux, hein, évidemment, on le sait, hein, dans les ARS, les rectorats, et on le voit cette année. Je pense que tout n'est pas acquis, hein. Aujourd'hui, tout n'est pas acquis parce qu'on a eu une seule campagne, et je pense qu'aujourd'hui, les résultats qui sont, en tout cas dans certaines régions, qui peuvent paraître satisfaisants, ne sont pas définitivement acquis. Je crois qu'il faut continuer de travailler, continuer de se battre, parce que je pense que les choses ne sont pas définitivement acquises. Je crois qu'il faut continuer de travailler. Il y a une autre petite remarque que je voudrais faire, c'est sur la vaccination HPV, et qui m'intéresserait pour les autres vaccinations, et qui est à la limite, j'allais dire, le vaccin du centre commercial. Au HPV, au départ, tu sais qu'il y avait eu plusieurs vaccins, ce qui a compliqué les choses, que maintenant c'est à peu près uniformisé, et je vais peut-être tout à l'heure, peut-être M. Buisson pourra en parler. Le problème, il y a eu donc le problème également du remboursement, et le problème de s'il y a plusieurs vaccins pour une même maladie, est-ce que ça perturbe pas un peu les médecins et le public? J'aimerais avoir l'opinion de chacun là-dessus, parce que c'est un vrai sujet. En tous les cas, pour l'HPV au début, il y avait le 3, le Gardasil, il y en avait plusieurs, et ça a peut-être fait aussi dans cette discussion du départ entre la maladie sexuelle, plusieurs vaccins, pourquoi est-ce qu'on prend toutes les souches, est-ce qu'on prend pas toutes les souches? Est-ce que tu crois pas que ça a une incidence sur le collectif et même des médecins qui savent pas très bien où aller? Oui, alors oui, il y a eu une petite guerre des vaccins au début, bien sûr, hein, le Cervarix et le Gardasil, et il y a eu une petite guerre des vaccins. Bon, honnêtement, ça n'a pas duré non plus quand même très très longtemps, hein, en termes d'impact. Très, très clairement, le quadrivalent a très très vite pris le pas sur les autres, et le non-avalent aujourd'hui est quasiment le seul sur le marché, même si pour des raisons plus politique qu'autre chose, il y a encore un petit peu de Cervarix, mais enfin, oui, il y a eu une guerre des vaccins. Enfin, en ce qui concerne HPV, en tout cas, je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres freins, hein, quand même. Il y a eu beaucoup d'autres freins. Et notamment, oui, cette histoire de sexualisation de la vaccination, je pense que ça a été un vrai frein. C'est pour moi un des freins majeurs. Alors, je voudrais revenir sur une remarque que faisait Richard tout à l'heure, qui était justement le fait de dire mais on a un succès avec le HPV en milieu scolaire. Pourquoi on n'étend pas ça à d'autres pathologies qui touchent aussi des adolescents? Et moi, je pense, alors, on a créé un collectif, nous, qui s'appelle Méningo, qui lutte contre les infections invasives à méningocoque. Pourquoi on n'associe pas, dans ce genre de campagne, d'autres types de vaccinations que la vaccination uniquement HPV, puisque on a des outils mis en place, un alignement de planètes, comme tu le dis, et quelque part, une volonté encore une fois, une volonté de la population, moi, ça me fait vraiment plaisir, parce que pour avoir fait beaucoup de combats contre les anti-vax, je trouve qu'il y a vraiment un esprit positif. Donc, pourquoi on ne développe pas ça en plus? Alors, la réponse est déjà oui, Olivier, parce que dans la lettre de mission sur la campagne vaccination HPV 2024-2025, il y a la capacité en région, à discrétion, d'associer jusqu'à 2 vaccinations supplémentaires, d'associer donc avec les vagues de vaccins HPV. En Aquitaine, on a décidé de faire ROR et Méningo, parce qu'on était en déficit, c'était là où on avait le plus besoin de progresser dans notre région sur ces 2 vaccinations-là. Il y a encore des freins, parce que alors là, la complexité administrative française est quand même diabolique, hein. Elle est diabolique, je peux vous assurer, pour être au cœur de la stratégie, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, sur le Méningo, moi je peux pas. La première vague a démarré, hein. On a démarré la première injection là, dans les collèges là, depuis quelques jours, là, depuis le début du mois d'octobre.
Le Ménago, on ne peut pas le faire parce que pour l'instant, on n'a pas les garanties de financement sur le Ménago alors qu'on les a sur le ROR. Donc on a décidé de faire le ROR avec la première injection d'HPV et le Ménago, si tant est qu'on puisse avoir les financements pour la deuxième. Alors tout le monde dit que ça va se faire, mais c'est comme souvent, en France, à l'administration, ça va toujours se faire. Le problème, c'est quand. Et moi, je suis un homme de terrain et je le revendique. Moi, j'ai des équipes qui vont vacciner, et pas qu'à Bordeaux. Moi, je vaccine toute la Corrèze, je vaccine toute la Dordogne, je vaccine tout le Sud-Vienne, nord de Sèvres. Donc, c'est pas des régions forcément faciles. Vis-à-vis de mes équipes, c'est compliqué de leur dire on va faire le Ménago. Ah oui, et puis non, on le fait pas parce que le financement, la circulaire n'est pas arrivée. Donc oui, c'est compliqué. C'est dans le tuyau. Je pense qu'on progresse. Je pense qu'il faut se méfier aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, la campagne scolaire HPV, elle n'est pas encore aussi solide que ça. Donc je crois qu'il faut y aller tout doucement. On le voit. Alors il y a tout un tas de sujets, pas forcément le temps de parler, mais par exemple sur le recueil des consentements, qui est la clé. C'est la clé de la couverture vaccinale en vaccin scolaire. C'est le recueil des consentements. Il faut que les gens, c'est l'éducation nationale qui s'occupe de ça, c'est pas les ARS, c'est pas les centres de vaccination, donc moi je suis pas acteur de ça, mais c'est un frein très important et la complexité est toujours finalement un risque de frein supplémentaire. Et là par exemple moi aujourd'hui sur mes consentements que je reçois, nous on reçoit les consentements de l'éducation nationale. Les parents, il y en a plein qui cochent ROR, Méningo, tout, ils cochent tout. Mais on s'aperçoit que les enfants ils sont déjà vaccinés. Donc finalement, moi j'ai des équipes qui sont obligées de relancer un par un, de faire du phoning pour vérifier qu'effectivement, à l'examen des carnets de vaccination, finalement, c'est des enfants déjà vaccinés. Donc très clairement, moi, pour mes équipes, c'est quelque chose qui est un surcroît de travail qui n'était pas du tout prévu au départ, pour lequel on n'avait pas prévu de temps pour ça, et c'est une réorganisation. Donc je crois qu'il faut bien préparer les choses, il faut se donner le temps, et oui, il faut aller vite. Pas trop vite non plus, je crois qu'il faut se donner le temps de faire les choses bien. Moi, je crois qu'il faut sécuriser la campagne HPV 2024-2025, et c'est ce à quoi je m'attache pour l'instant. Alors, on va passer maintenant à Yves Buisson. Vous êtes professeur d'épidémiologie et spécialiste de médecine tropicale, académicien. Et justement, en ce qui concerne la vaccination à l'âge adulte, et celle du sujet âgé, il y a bien entendu l'effet personnel, on va dire l'effet individuel de la vaccination en termes de protection en tant que telle, mais il y a également toutes les conséquences positives que ça a pour le système de santé, avec les embolisations de secteurs hospitaliers extrêmement importantes pendant l'hiver qui sont faites en particulier par toutes les pathologies grippale et VRS. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du bienfait de la vaccination, au-delà même du phénomène purement immunitaire? Oui, tout d'abord, je voudrais revenir au thème général, c'est vaccination à différents âges de la vie. On s'aperçoit que, on l'a vu, les nourrissons sont quand même très bien vaccinés grâce à l'obligation vaccinale. Bon. Les enfants, ça continue, généralement, ils sont bien vaccinés. Puis l'adolescence, là, on vient d'en parler avec l'HPV. Là, il y a une occasion à saisir. Ça commence par HPV, mais il va falloir vraiment solidifier ce rendez-vous au niveau au collège, parce que ça se passe au collège. C'est entre 11 et 14 ans, c'est un âge de rendez-vous essentiel pour les vaccinations. Rappel des TP, on a dit HPV, ROR, varicelle. Il y a toutes sortes de vaccinations à mettre à jour au collège. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, on est adulte. Alors pendant l'âge adulte, là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les adultes, s'ils sont en bonne santé, se foutent complètement des vaccins. Sauf s'ils sont obligés, c'est-à-dire, on a les militaires. Les militaires, ils sont obligés de se faire vacciner, ça s'appelle vaccination réglementaire, c'est une obligation. C'est-à-dire, si on ne veut pas se faire vacciner, on n'est pas militaire. Voilà, c'est tout simple. Il y a les vaccinations, les obligations professionnelles qui touchent notamment les professions de santé. Et puis, il y a les voyageurs. Par exemple, si on veut aller en Afrique ou en Amérique latine, il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune, sinon on n'y va pas. Voilà, bon, ça c'est un peu... Mais si on n'a pas ces conditions particulières, on peut très bien franchir les décennies d'âge adulte
sans avoir aucun rendez-vous vaccinal, et on se retrouve à 65 ans, l'âge où on devient un senior. Et puis en senior, eh bien voilà, on a un certain nombre de rendez-vous qui sont prévus par le calendrier vaccinal, qui est très bien fait. Le calendrier vaccinal nous dit quoi? À 65 ans, il faut d'abord faire un rappel des TP, les diphtérie, tétanos, polio, qu'on recommencera tous les 10 ans. Il faut se mettre à jour chaque année en vaccination contre la grippe et contre le Covid-19, et il faut se faire vacciner contre le zona. Et puis si on a des situations particulières ou des risques particuliers, on ajoute vaccination contre le pneumocoque, et la vaccination contre la coqueluche, et éventuellement, si, pour des voyages, la vaccination contre l'hépatite A. Voilà. C'est ce qui est prévu dans le calendrier vaccinal. Qu'est-ce qui se passe en vrai quand on regarde la situation? Eh bien, les couvertures vaccinales sont désastreuses. C'est-à-dire que le rappel diphtérie, tétanos, polio, il y a à peine 50% des seniors qui sont à jour. La grippe et le Covid, alors la grippe, on reçoit pourtant chaque année maintenant par l'assurance maladie une convocation pour se faire vacciner gratuitement, c'est-à-dire sans avoir rien à débourser. Eh bien, il y a un peu plus de 50% des personnes qui se font vacciner contre la grippe, des personnes éligibles. Et quant à la Covid-19, bon, il y a eu bien sûr une forte adhésion à la vaccination pendant la phase pandémique, qui a dépassé 85%, mais après c'est redescendu. C'est-à-dire que maintenant, pour être à jour de vaccination, il faut être vacciné chaque année, avec des rappels qui sont adaptés aux variations du virus. Eh bien, on est à moins de 30%. Donc, alors, le pneumocoque, c'est moins de 5%, le zona, c'est 2-3% de couverture vaccinale. C'est absolument lamentable. Voilà, donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à rattraper. D'abord, il faut se poser la question, pourquoi les seniors sont-ils si mal vaccinés? Et puis, il faut rappeler, et je réponds là maintenant à votre question, que la vaccination chez les seniors, c'est vraiment pas une garantie, mais c'est fournir aux personnes âgées tous les éléments qui leur permettront de vieillir en bonne santé. Parce que, au-delà de la protection contre la maladie infectieuse qui est visée par le vaccin, on a des bénéfices qu'on commence à mesurer et qui consistent notamment dans la prévention des risques post-infectieux. En effet, après les infections respiratoires comme la grippe, le Covid, le VRS, le pneumocoque, eh bien, les personnes âgées ont un risque beaucoup plus élevé de faire des accidents thrombotiques de type infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Et ce risque donc doit être pris en compte en plus du risque infectieux contre lequel on va vacciner. De même, il y a des risques neurologiques, il y a des déficiences mentales, des démences qui sont dont l'incidence est plus fréquente dans ces états post-infectieux. Il y a ce qu'on appelle maintenant de façon assez globale, ce que les gériatres appellent le déclin fonctionnel post-infectieux. Eh bien, ce déclin fonctionnel post-infectieux qui conduit à une perte d'autonomie chez les personnes âgées est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable, notamment bien sûr à titre individuel, mais également ça va coûter très cher parce que ça va nécessiter un surcroît de prise en charge, donc bien sûr des coûts beaucoup plus élevés. Donc la vaccination, elle ne se limite pas simplement à éviter ou à réduire la gravité des maladies infectieuses, mais à prévenir également ce qui va arriver chez les personnes âgées après une maladie infectieuse. Même si cette maladie infectieuse a été correctement soignée et si elle est guérie, eh bien, il y a toujours cette perte de ce déclin fonctionnel qui va subsister et qui va être un facteur de mauvais vieillissement finalement. Alors là aussi, on touche à un problème de formation et d'information des professionnels de santé, parce que on savait que la grippe, ça tuait. Ça a toujours été d'ailleurs l'un des thèmes de la vaccination et de cette politique qu'il faudrait peut-être très certainement, à mon avis, réactiver ou changer, qui est celle de simplement envoyer des bons pour que les gens se vaccinent. Mais on ne savait pas qu'il y avait les accidents, en particulier tout ce qui concernait les accidents thrombotiques. On ne savait pas qu'il y avait autant d'hospitalisations qui étaient liées à ces pathologies hivernales. Et on ne savait pas également toute la dépendance que ça peut mettre autour d'une personne
qui peut lui faire perdre justement toute son autonomie, simplement à cause d'une grippe. Quand on en discute avec les confrères, les médecins ou les professions de santé, on s'aperçoit que ces notions-là, elles ne sont pas connues. Effectivement, elles sont pas connues. Il est nécessaire de les rappeler. Mais si on regarde, on se penche sur pourquoi les personnes âgées sont-ils si mal vaccinées alors qu'elles en ont besoin? Bon, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est l'immunosénescence. L'immunosénescence, alors c'est quelque chose de physiologique, c'est une évolution que connaît toute personne. Ça commence très tôt, d'ailleurs ça commence à la fin de l'enfance, puisque le thymus, là où nos lymphocytes apprennent à devenir des lymphocytes T, c'est-à-dire qui vont réagir, qui vont s'éduquer, qui vont reconnaître les nouveaux antigènes, qui vont être des lymphocytes mémoire, etc., et qui vont avoir un rôle pivot dans la réponse immunitaire, eh bien le thymus commence à involuer à la fin de l'enfance. Donc après, c'est une involution lente tout au long de la vie qu'on peut contrer par justement les vaccinations, en maintenant donc le système immunitaire en éveil, mais la personne âgée de plus de 65 ans, elle a un système immunitaire qui fonctionne beaucoup moins bien que les jeunes, et ça tout le monde le sait. Ce qui est embêtant, c'est que ça les rend beaucoup plus vulnérables aux maladies infectieuses. Bien sûr, ils attrapent la grippe comme tout le monde, pas plus que les autres, mais c'est eux qui font le contingent le plus élevé de décès après une grippe ou après un Covid. Donc ça, tout le monde le sait bien, parce que la gravité des maladies infectieuses augmente chez les personnes les plus âgées en raison de cette immunosénescence. Mais cette immunosénescence, elle peut être aussi prise comme prétexte pour ne pas vacciner les personnes âgées. Il y en a certains encore, et même certains confrères, qui peuvent penser qu'une personne qui a dépassé 80 ans ou 90 ans, on ne va quand même pas la vacciner. De toute façon, à cet âge-là, c'est trop tard, elle ne répond plus au vaccin. Bon, et bien c'est pas vrai. L'immunosénescence peut être surmontée par la vaccination, et comme l'a rappelé Anne-Claude Crémieux, il y a des progrès considérables en vaccinologie. Mais ça va très vite actuellement, ça va très très vite, avec des nouveaux vaccins, des vaccins qui sont plus fortement dosés en antigènes, de nouveaux adjuvants qui sont extrêmement efficaces pour solliciter, pour amplifier la réponse immunitaire, de nouvelles voies d'administration. Enfin, on cherche tous les moyens pour faire en sorte que une personne âgée un peu immunosénescente, certes, soit quand même capable de produire une réponse immunitaire qui la protégera. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas se dire « cette personne est trop âgée, je ne la vaccine pas ». Non, au contraire, c'est parce qu'elle est très âgée, qu'elle est à risque, qu'il faut donc penser à la vacciner et lui proposer un programme de vaccination adapté à sa situation. Alors Yves, vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre de vaccins, on a parlé de la grippe, on a parlé des pathologies infectieuses pulmonaires, mais il y a des pathologies auxquelles le grand public lui-même n'est pas du tout informé. 2% de couverture vaccinale sur le vaccin contre le zona. Et pourtant, Dieu sait si le zona chez la personne âgée, c'est vraiment quelque chose qui handicape sur le plan de la qualité de vie et sur le plan de l'autonomie. Comment on peut expliquer ça ? Parce qu'on a des recommandations faites quand même par la commission technique des vaccinations que je trouve de plus en plus courageuses, de plus en plus centrées sur les intérêts de santé publique, de plus en plus... C'est vrai qu'il y a une volonté de simplification, encore que c'est pas simple. Quand on est professionnel de santé, pour se retrouver dans un calendrier vaccinal, c'est quand même un tout petit peu le labyrinthe du Minotaure. On est quand même dans quelque chose qui est pas tout à fait simple à comprendre, mais il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Mais il y a des pathologies en tant que telles, elles, qui sont pas du tout prises en charge. Oui, c'est vrai que le zona est malheureusement très oublié. Quand on mesure la couverture vaccinale en France, on s'aperçoit que c'est complètement oublié. Alors c'est pas peut-être pas uniquement un manque d'information. C'est vrai que le vaccin dont on disposait ne répondait pas à tous les besoins. Notamment, on ne pouvait pas l'utiliser chez l'immunodéprimé parce que c'était un vaccin vivant atténué. Et puis, bon, c'est vrai que peut-être qu'on n'y pense pas. Les médecins, les praticiens pensent peut-être pas à vacciner leurs seniors contre le zona de façon systématique. Maintenant, il y a un nouveau vaccin qui est plus efficace, qui est utilisable chez tout le monde, y compris chez les immunodéprimés. La difficulté maintenant, c'est que ce vaccin, il est difficile à trouver.
Donc, c'est pas si facile que ça. Le parcours vaccinal du senior n'est pas très, très évident. Et puis, il faut dire une chose, c'est que dans les raisons qui font que les seniors sont mal vaccinés, il y a une part qui est la responsabilité des médecins et une part qui est la responsabilité des seniors. C'est-à-dire qu'il y a l'offre et la demande, hein, on revient toujours à ça. Et lorsque le patient va voir son médecin, le senior va voir son médecin, généralement, s'il va le voir, c'est qu'il a des tas de problèmes de santé, un ou plusieurs, des comorbidités, etc. On sait que on n'a pas beaucoup de médecins généralistes, que les temps de consultation sont réduits. Donc le médecin va généralement prioriser la prise en charge des maladies pour lesquelles son patient est venu le consulter. Et il n'aura peut-être pas toujours le temps ou l'idée de dire où vous en êtes au point de vue vaccinal. Hein, est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous avez votre carnet de vaccination? Depuis combien de temps vous n'avez pas eu etc. Vos rappels? Ça passe en second plan. Vous voyez, et puis le patient lui-même, il faut qu'il soit demandeur. Et quand il est demandeur, il n'a pas toujours effectivement une réponse adaptée à sa demande. Ce qui est, voilà, je crois qu'il faut, dans les campagnes d'information, cibler autant les personnes qui doivent se faire vacciner, c'est-à-dire à tous les âges, mais enfin en particulier, là on parle des seniors, et les médecins qui les prennent en charge. Oui. Richard. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Yves Buisson. Je crois que quand on est enfant, il n'y a pas la question, il y a les parents. Adolescence, il y a peut-être encore un peu les parents. Et puis, mais il y a après, quand on est à 25 ans jusqu'à 65, on va se dire qu'on est dans une période où on s'occupe pas beaucoup de sa santé. C'est-à-dire quand on regarde les courbes, que ce soit les cancers, etc. Et donc peut-être là, il y a une mission qui peut être même académique de santé publique qui est qu'à partir d'un certain âge, et on peut commencer très tôt d'ailleurs, on n'a plus ce souci de carnet de santé, entre guillemets. Est-ce que les progrès qu'on va avoir, alors on nous bassine avec l'IA, mais c'est pas l'IA qui m'intéresse, mais c'est peut-être justement cette carte vitale où il y aura tout, on vous dira, et donc il y aura des alertes, peut-être qu'on a besoin, parce que tant qu'on est en bonne santé, quand on vieillit, et on en fait partie tous ici, dans cette académie, on oublie qu'on peut être malade, et donc cette prévention, et on rejoint le problème de politique publique de prévention qui n'existe pas beaucoup dans notre pays, parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça. Alors on nous dit faites du sport, on nous dit pas, mais on nous dit pas faites vacciner. Donc il y a peut-être, là, Yves Buisson, un besoin de refaire. Si j'interrogeais demain à l'Académie de médecine le nombre d'académiciens qui a un carnet de santé, je crois qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Et voilà, donc c'est peut-être une mission qui n'a jamais été faite tellement en santé publique. Je sais pas, on peut redemander peut-être à M. Grimprel et Mme Crémieux ce qu'elles en pensent aussi, mais c'est vrai, ce carnet de santé du sujet âgé n'est pas très clair. Il est déjà limite pour l'HPV. Parce que quand on commence à avoir des rapports sexuels, on croit qu'on s'envole dans la vie et donc on n'a plus besoin de papa-maman. Mais je trouve qu'il y a un manque de suivi. Je ne sais pas comment vous sentez ça. Si, c'est une question capitale. Hein. D'ailleurs, l'Académie de médecine se prononce depuis pas mal de temps pour le développement du carnet de vaccination électronique ou numérique, hein, on l'appelle comme on veut. Quoi qu'il en soit, ça existe. Hein. Il y a plusieurs possibilités, mais ça existe et ça va devenir une nécessité. Pourquoi? Parce que d'abord, je reviens aux personnes âgées, souvent il y a un médecin, mais il y a plusieurs professionnels de santé qui s'occupent des personnes âgées parce qu'ils ont polypathologiques, ils ont plusieurs médecins, plusieurs personnes qui s'occupent d'eux. Donc, comme il y a un partage d'informations, souvent les uns comptent sur les autres pour prendre en charge les vaccinations. Et puis les personnes âgées, c'est vrai, si on leur demande où vous en êtes au point de vaccination, montrez-moi votre carnet. Le carnet, très souvent, il a été perdu, égaré, et quand on le retrouve, c'est illisible. C'est illisible. Il y a des tampons partout, on reconnaît rien. C'est griffonné, les médecins écrivent mal. Bon, donc le carnet électronique, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut en ouvrir un. On peut le partager avec son médecin, on peut le partager avec une personne aidante qui peut rappeler, si la personne a une perte un peu d'autonomie, peut aider à rappeler les rendez-vous vaccinaux. Et puis surtout, ça reste, je veux dire, il n'y a pas de papier, on peut éditer, mais on peut perdre le papier, mais on peut le rééditer une fois qu'on a rentré, qu'on a validé ses vaccinations, son carnet de vaccination électronique
subsiste. Donc, ça sera une mémoire que l'on peut partager avec les différents acteurs de la vaccination. D'autre part, c'est un excellent moyen de mesurer les couvertures vaccinales. Et puis, c'est un excellent moyen aussi qui peut être mis à profit pour la pharmacovigilance, pour la vaccinovigilance en l'occurrence, parce que justement, ce système permet également de déclarer tous les événements indésirables qui peuvent survenir après une vaccination. Donc, sur le plan santé publique, c'est dommage qu'on soit si en retard. On traîne, on n'a pas de registre de vaccination en France. Enfin, on est en retard. Hein. On est très en retard pour ça. Quand on dit la France elle est mal vaccinée, il y a l'hésitation vaccinale. On met toujours l'hésitation vaccinale en premier. Mais là, il y a des choses à faire qu'on aurait pu faire depuis longtemps et qu'on a du mal à établir. On y arrivera, mais c'est pas très très rapide. Oui, mais c'est totalement lié à tout ce qui est prévention également, parce que ça rejoint tout à fait l'idée qui est pour les dépistages. C'est quand on ne fait pas le sujet du jour, mais qu'en dépistage, on n'est pas très bon, ne serait-ce que sur les cancers. Et donc, tout à fait. C'est le même problème. Le problème était le même. On se moque, les plus vieux, des gens jeunes, ils ne s'intéressent pas à leur santé, mais les gens âgés ne s'intéressent à leur santé que quand ils sont malades, qui est un vrai sujet. Et pourtant, on a des outils qui ont été mis en place dernièrement. Oui, l'espace santé, mon espace santé, au niveau de la CNAM, c'est quand même un outil qui peut abriter ce carnet de santé électronique, ce carnet de vaccination électronique, et qui permettrait d'être un outil de liaison tout à fait adapté, justement, à tous les professionnels de santé. Parce que ce qui est aussi très intéressant dans ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a les consultations de prévention. Comment on articule la vaccination avec les trois consultations de prévention. Et puis, il y a aussi une autre force vive qui existe au sein des professionnels de santé, c'est que maintenant, non seulement les médecins peuvent vacciner, bien sûr, mais les pharmaciens aussi, mais les infirmières aussi, mais les sages-femmes. Donc, il y a une coordination qui va être nécessaire de plus en plus entre ces différents acteurs, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui soit en fin de compte une situation où on dira « Ah ben non, je m'en occupe pas parce qu'en fin de compte, ça devrait être le médecin généraliste, mais ouais, je ne sais pas si ce ne sera pas plutôt l'infirmière. » Donc, et au bout du compte, on aura un résultat qui sera un résultat plus négatif que positif. Absolument, je crois qu'il faut évoluer vers ce système, justement, que le dossier vaccinal de chaque personne soit comme ça accessible par tous les professionnels de santé qui s'occupent de cette personne. Et donc, et comme ça, on peut échanger les informations, et celui qui va prendre l'initiative de faire un vaccin, l'inscrira dans ce dossier, et les autres sauront que ça a été fait. Donc voilà, c'est cette coordination qui souvent manque et qui est préjudiciable pour justement remonter, encore une fois, le niveau de couverture vaccinale. C'est pas le seul moyen, bien sûr, il y a d'autres leviers à utiliser, mais je crois que la numérisation du carnet de vaccination, c'est une étape absolument indispensable. Olivier ? Oui, alors, sur le CVE, oui, nous on l'utilise énormément, hein, et c'est un outil qui a été validé, que les autorités et les ARS nous encouragent à utiliser pour les vaccinations scolaires. C'est un outil extrêmement puissant. Au-delà de la vaccination scolaire, moi je travaille dans un groupe Elsan, pour le pas le nommer, on développe des centres de prévention, et c'est des outils qui permettent d'aller intervenir à l'école, mais aussi en entreprise. Au-delà de la consultation de prévention en général, ça permet d'arriver et de mettre à jour tous les carnets de vaccination avec les modifications des calendriers vaccinaux, parce que le calendrier vaccinal il se modifie, il évolue. Je vais être honnête avec vous, hein. Moi, si vous voulez, vous me demandez quand est-ce que j'ai fait mon dernier tétanos polio, j'en sais rien. Mais j'ai mon CVE et je reçois un petit texto, vous avez 6 mois pour faire votre appel. Honnêtement, j'en sais rien et j'attends, je n'aurais plus besoin de regarder, rien. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Alors, comme d'habitude,
La France est le pays de l'administration, donc on a la validation des outils, etc., qui prend beaucoup de temps. Je pense que là aussi, la campagne scolaire a fait bouger les lignes parce que aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'il y a 80% des régions qui ont validé l'utilisation du CVE, mesvaccins.net, là, pour l'utilisation de la vaccination scolaire. Parce que l'idée, c'est qu'il faut que l'outil soit uniforme, parce que si chacun a son outil dans son coin, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, cet outil-là, il est extrêmement puissant, avec une limite quand même. Et cette limite est à prendre en compte pour les personnes âgées notamment, pour aussi, et on l'a vu nous pour HPV sur les CSP- qui ont des difficultés d'accès au numérique. Et aujourd'hui, là, par exemple, sur le recueil des consentements et la consultation des carnets de vaccination pour les CSP-, on a des difficultés parce qu'il y a un vrai problème, un vrai problème d'accès au numérique. Et on a des difficultés. Là, avec les consentements aujourd'hui tout numérique, on n'y arrive pas. Il faut qu'on garde un accès papier pour ceux qui n'ont pas accès au numérique. C'est un vrai souci que parfois nos autorités de santé et nos autorités politiques ont du mal à reconnaître. Oui, il y a des gens qui n'ont pas accès au numérique, c'est une réalité. Alors on arrive à la fin de ce débat, et je crois, Richard, que tu voulais reposer la question de l'obligation vaccinale. Non, c'était surtout pour introduire d'abord pour dire qu'à l'Académie nationale de médecine, il y a une année entière sur la vaccination, qu'il y aura cet après-midi également une séance sur la vaccination, qu'il y aura un livre sur la vaccination édité par l'Académie, mais surtout rebondir pour le prochain débat qu'on aura le 19 novembre avec toi concernant l'aspect médico-social de la vaccination. Et j'ai entendu ce matin, on l'a bien posé entre recommandé, obligatoire, réglementaire, qui est le sujet, et je pense qu'il faudrait même s'interroger avec les autres pays, et ce côté social, il est lié incontestablement à la position culturelle des différents pays. Est-ce qu'il faut être obligatoire? Est-ce qu'il ne faut pas être obligatoire? Je crois qu'il y a une phrase très importante qu'a dit Madame Crémieux, c'est que c'est peut-être dangereux et c'est peut-être nuire de faire un vaccin, mais qu'à l'inverse, ne pas vacciner, c'est nuire. Et ça, je crois que c'est une chose qui va se mettre de plus en plus dans notre santé. Et j'étais l'autre jour à une autre réunion où, par exemple, ne pas utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour soigner un malade, ça sera peut-être nuire dans quelques années. Donc il y a une évolution dans l'incitation à faire quelque chose dans la médecine, qui est que si on le fait pas suivant les normes actuelles, on nuit également. Et donc ça, c'est une chose importante. Maintenant, est-ce que la vaccination doit être obligatoire ou recommandée? C'est pas moi qui vais répondre, mais le 19 novembre, il y aura des personnalités, on aura à nouveau, je crois que la gentillesse d'avoir bien évidemment Agnès Buzyn, qui a été vraiment à l'initiative des vaccins de l'enfant, ce sera extrêmement agréable. Le professeur Alain Fischer de l'Académie des sciences, Monsieur Lévy-Bruhl qui travaille justement à Vaccination Santé Publique France, et puis les autres acteurs de l'Académie seront là pour discuter. On aura aussi un point de vue qui est important, dont on n'a jamais parlé dans nos débats actuellement, qui est quelle est la position de l'ordre des médecins? Est-ce que c'est légitime d'obliger quelque chose? On est dans un pays très ambivalent sur ce sujet, et Olivier était bien placé pour le savoir, entre à la fois un libéralisme à outrance et à la fois une puissance de l'État public très importante, où chacun j'y ai droit, et en fait, est-ce que j'ai des devoirs? Enfin, je trouve que ce problème de la vaccination pose bien un problème de santé publique au sens large, et on aura donc l'occasion de débattre, si je ne me trompe pas, et je vois que ma directrice, et je voudrais remercier toute l'équipe de la Fondation qui aide à transmettre les messages de l'Académie nationale de médecine. Je voudrais saluer d'ailleurs Yvon Lebranchu, je vois qu'il est dans la salle. C'est vraiment une année, cette vaccination, qui aura, je crois, un retentissement, et moi j'étais assez heureux, je vous cache pas, d'entendre des aspects optimistes, que ce soit du côté des pédiatres, que ce soit du côté des gens de santé publique, que ce soit, je vais quand même pas appeler Buisson des gériatres, mais des gens qui s'occupent des gens âgés. Et je crois que voilà, cette note optimiste m'a plu, Olivier, vraiment très sincèrement. Ah, moi aussi, parce que on est parti quand même d'une période qui était en particulier celle de la Covid, où on avait plus d'injonctions irrationnel et cynique d'ailleurs de la part d'un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs de santé, mais
aussi des acteurs de santé, et qui étaient contre la vaccination et qui ont qui ont porté dans les réseaux sociaux en particulier des messages extrêmement délétères par rapport à la vaccination. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, on a une population qui réagit bien, on a des gens qui comprennent. Ça me fait penser d'ailleurs que les aidants et autour des personnes âgées sont des gens absolument indispensables à toucher, parce que ça peut être le fils de sa mère de 85 ans qui va la convaincre justement de se faire vacciner contre la grippe ou contre le zona. Donc il y a vraiment une prise de conscience, je trouve, qui est tout à fait positive. On a des avis de la CTV qui sont à l'heure actuelle courageux, qui sont clairs à comprendre pour un professionnel et pour la population également. Donc je crois qu'il y a toutes les planètes, comme le disait Olivier, sont alignées. Il reste plus que la planète politique à aligner. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau sociétal pour faire en sorte que le politique prenne en compte cette politique vaccinale et qu'on arrive au bout du compte à avoir un vrai continuum de vaccination pendant toute la vie de la personne et pas simplement des positions ou des politiques erratiques en fonction d'une pathologie ou d'une autre, ou d'une priorité de santé publique. Donc vraiment... Il y a également, je trouve, philanthropique intéressante dans la vaccination. Parce que les gens, je crois qu'il y a quand même dans la population des gens qui ont envie de donner. Et quand on leur fait comprendre que la vaccination, c'est pas individuel, mais c'est collectif, parce que ça, c'est un grand message. Les effets indirects de la vaccination en HPV, on l'a bien vu justement. C'est pour ça même, on va pas revenir là-dessus, qu'on a mis les garçons aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même, on est deux pour attraper cette maladie, et même si les hommes ne faisaient pas de cancer du col, voilà. Et donc cette notion de santé collective et de philanthropie, finalement, quand on se vaccine, tu as dit tout à l'heure, le jeune homme qui dit à sa grand-mère qu'il amène en EHPAD de le vacciner, il doit se vacciner aussi lui aussi, puisqu'il va moins contaminer quand il va aller. Donc je trouve qu'il y a un message de santé publique extrêmement fort sur cette idée-là de vaccination collective. Alors ça se sent moins peut-être chez les nourrissons, parce que c'est pas le sujet, mais encore qu'à l'école, je pense que le problème est exactement le même. Si tous les enfants sont vaccinés à l'école, il y aura moins de maladies dans les écoles. Alors après, pour conclure, il y a peut-être ce problème du temps politique. Et je rappelle, avec mon voisin de gauche, que le cancer du col, c'est malheureusement 10 ans, 20 ans après la contamination. Donc il n'y a pas... Le politique, il verra... Et celui qui est au pouvoir actuellement, il ne verra pas le bénéfice sur le cancer du col. Mais si on supprime le cancer du col, on diminuera beaucoup de frais. Alors après, il y a cette idée bête de dire que si on meurt jeune, on coûte moins cher. Mais ce n'est pas le sujet. Oui, je pense que l'inclinaison de tous, c'est plutôt de vivre vieux et en excellente santé, plutôt que de mourir jeune sous prétexte que ça coûte moins cher. Enfin, on en parlera. Je pense qu'on en reparlera le 19 novembre. Et je vous donne rendez-vous donc pour les aspects médico-sociaux de la vaccination le 19 novembre prochain. Inscrivez-vous. On a des débats qui sont, grâce à la Fondation de l'Académie de médecine, des débats qui sont passionnants. Grâce à l'Académie de médecine, on a souvent des débats qui sont, on va dire, courageux aussi, parce que quelquefois, à rebrousse-poil d'un certain nombre de choses, on l'a vu pour la vaccination des professionnels de santé en particulier, où il y avait une vraie recommandation de la part de l'Académie de médecine qu'il faut saluer par rapport à ça, alors que on avait d'autres autorités qui étaient beaucoup plus dilatoires sur la question. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain débat le 19 novembre prochain, avec grand plaisir, et gardez en tête que la vaccination, ça sauve des vies, ça sauve pas simplement la sienne, mais ça sauve des vies qui sont les vies qui sont autour de vous, et ça a des effets extrêmement positifs sur toute la société. Merci encore.